Salut à tous et bienvenue dans Course épique, le podcast qui vous plonge au cœur d'histoires de courses hors du commun. Je suis Guillaume Lalu et chaque semaine, je vous emmène à la rencontre de coureurs passionnés, qu'ils soient élites ou amateurs, pour qu'ils partagent avec nous leurs émotions et les courses qui ont marqué leur vie. Ici, on vibre, on s'inspire et on court autrement. Rendez-vous chaque mercredi pour un nouvel épisode et chaque lundi pour un extrait qui vous donnera de l'élan pour la semaine. Bonne écoute. Salut Arthur. Salut Guillaume. Je suis très heureux de te retrouver ici dans un contexte bien différent de notre dernier échange. C'était à Serre-Chevalier, c'était au mois de mars, c'était pas tout à fait les mêmes conditions. C'est vrai, hein. Ça remonte en fait. Ça remonte, c'est toujours trop long. Ouais. Tu m'as manqué, mais je suis content qu'on se retrouve aujourd'hui. En plus, derrière toi, c'est le cliché, on y est. Il y a la mer, il y a les petits palmiers, il y a du soleil. On se croirait en vacances, c'est ça? On se croirait en vacances. Il va juste falloir aller au Turbin demain à partir de 22h pour cette diag dont tu prendras le départ. Arthur, à partir de quel moment tu avais défini cette diag comme ton objectif de l'année ? Pour être assez précis, à peu près un mois après l'UTMB l'an dernier. C'est à peu près un mois après la dernière course de ma saison. C'est là où avec Eric et Justine, on se pose, on se laisse un mois de répit à pas trop penser. Et puis après, j'essaie de me dire, bah tiens, l'an prochain, qu'est-ce que j'aimerais faire ? Et c'est là où je me suis dit, 3 UTMB, ce rêve de revenir au Grand Raid depuis 3 ans ou 4 ans, eh ben, est-ce que ce serait pas l'occasion avec la naissance de Marceau et d'écrire un petit chapitre à documenter aussi. Donc voilà, on va dire au mois de septembre, octobre l'an dernier. Ouais, l'appel s'est fait sentir très tôt. C'est une course de cœur ici. C'est quoi une course de cœur pour toi ? Qu'est-ce qui te parle ? Qu'est-ce qui te prend aux tripes ? Course de cœur, pour moi, c'est que au fond de toi, ça résonne assez particulièrement par rapport à d'autres courses qui peuvent être très belles ou prestigieuses. Mais course de cœur, pour le coup, la diagonale, c'est plusieurs choses. Mes parents m'ont souvent dit ah, tu sais, nous, on a fait notre voyage de noces sur l'île de la Réunion et tu as été conçu ici dans les refuges. On ne sait pas exactement lequel parce que c'était bien arrosé au rhum. Okay. Et donc, tu vois, ça avait toujours été déjà je veux visiter la Réunion parce qu'ils m'en parlaient avec des étoiles dans les yeux. Et ensuite, parce que c'est le premier ultra finalement que j'ai vu sur YouTube, documenté, tu vois, et ça me paraissait lunaire déjà. Ces gars au milieu de Mafate, on disait que c'était le cirque de la solitude, tout ça, avec des casquettes, avec les trucs sahariennes. Je voyais Ludo et Julien Chaurier, je me souviens encore, tu vois. Ouais. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ce sport que je veux faire. Donc forcément, quand tu rentres dans ce sport, bah, tu te dis, ah, je l'ai connu grâce au Grand Raid, un jour je le ferai, quoi. Ça a été une année très marquante pour toi à plein d'égards, notamment en janvier, tu as annoncé l'arrivée de ton premier enfant qui est devenu Marceau, qui nous a rejoint début mai. Qu'est-ce que tu projetais comme impact sur ta vie d'homme, sur ta vie d'athlète, et qu'est-ce que tu as trouvé finalement de très différent dans les choses qui t'ont surprise positivement et peut-être d'autres un peu moins? Qu'est-ce que tu avais peut-être sous-estimé, surestimé dans l'arrivée de ce jeune Marceau dans ta vie, dans votre vie avec Justine? Ouais, très bonne question, parce que entre le réel et ce que je m'étais projeté en amont, il y a eu pas mal de bouleversements. En fait, je pensais que ça allait être que du positif pour ma carrière d'athlète, hein. Et par contre, pas autant de positif et un peu de négatif, tu vois. C'était les extrêmes, en fait, je les avais un peu sous-estimés. Donc les 2 premiers mois, ça a été très très dur pour moi en tant que sportif, parce que lui, il était malade et puis on a quand même beaucoup été sollicité, Justine et moi. Donc la question de la performance se posait même plus, parce que pour moi, je vivais pour lui. On vivait pour lui. Et par contre, donc très fatigant. Et là, je me suis posé des questions. Je me suis dit, ah ben mince, peut-être que cette saison, c'est pas les bons choix que j'ai fait. J'aurais dû faire plus soft et même pas d'objectif Grand Raid. Par contre, une fois que c'est allé mieux, et ben là, j'ai découvert quelque chose que je ne pensais pas si fort. C'est ne plus courir pour que soi. Mais même si je cours pour moi, parce que j'aime ça, en fait, je cours pour lui. Et je pensais pas que ça allait être un tel détachement et une telle force finalement de me dire demain je vais partir et je vais me dire en fait on court à 2. Et ça se traduit comment ça concrètement quand tu es dans la course? C'est dans les moments difficiles, c'est dans les moments où ça va bien? Qu'est-ce que ça fait? T'as plus de flow, ou est-ce que tu as plus de ressources au moment où ça pêche? Est-ce que tu penses en lui en continu? Enfin, comment tu l'intègres et il fait partie de ce projet de course? En continu, non, je pense pas, parce qu'il y a des moments de flow où je pense à juste le moment présent, ce qu'on vit, les odeurs, ce genre de choses, ou la musique que j'écoute.
Mais c'est vraiment dans les moments un peu durs. J'ai remarqué ça déjà, l'échappée belle, Val d'Aran, où en fait ton corps a envie de ralentir un peu. Et là, je me dis, attends, je me suis entraîné tant d'heures. Il y a tant d'heures où j'étais pas à la maison, où je l'ai pas vu. C'est pas pour rien, c'est pour lui montrer que tous ses efforts payent. Et finalement, que dans ces moments un peu durs, c'est lui qui me donne les ressources pour que je pousse. Et du coup, c'est un peu comme ça que je le vis, quoi. Je me dis, moment dur, ok, j'ai pas fait ça pour rien, il le mérite. Donc allez, j'accélère et je tiens. Et comme corollaire à ça, j'ai aussi entendu que tu disais que ça écartait l'hypothèse d'abandon, sauf blessure, que aussi ça t'obligeait d'une certaine façon, mais de façon positive, à être à la hauteur, à aller au bout et à finir finalement quoi qu'il se passe. Ouais, exactement. Alors, je m'interdis toujours pas le choix de l'abandon, hein. Je sais que si j'abandonne, c'est parce que ce sera ok avec ça, que le corps en peut plus. Ça peut arriver, hein, une fatigue extrême où à chaque question qu'on se pose, c'est bah oui, il faut que j'arrête. Oui, j'ai envie d'arrêter. Ou non, je regretterai pas. Mais je sais qu'aujourd'hui, par exemple sur le Grand Raid, toutes ces questions-là, c'est impossible que ça se réponde par oui, je veux arrêter, parce que j'ai une motivation énorme grâce à lui, plus qu'avant, de lui montrer que peut-être bah, dans les courses comme dans la vie, s'il y a des gros coups de down et que l'objectif s'éloigne, finalement, si on sait se remobiliser, on va jusqu'au bout. Donc ouais, je suis plus zen avec ça maintenant. Tu as très vite remis un dossard après sa naissance, c'était à la Maxi Race, donc à la fin du mois de mai. C'était important pour toi de aussi garder cette espèce de trait continu sur ta vie d'athlète, et quand bien même les dispositions physiques pouvaient pas être bonnes, c'était pas possible, mais tu avais aussi le cœur à fleur de peau. Je crois que c'était un moment très très émouvant pour toi. Il y a eu des larmes qui ont coulé à ce moment-là. C'était essentiel pour toi d'avoir cette continuité malgré tout, même si c'est une course où tu pouvais pas attendre de résultats. Oui. Juste après la course, je me suis dit j'aurais peut-être pas dû prendre ce dossard. Il avait 2 mois tout pile. On dormait 3 heures par nuit. C'était quand même très très dur. Après coup, je pense que c'est très bien de l'avoir fait, parce qu'en fait, ça aurait que retardé ce moment de vie. Et du coup, t'en parlais, tu vois, les émotions qui étaient trop pleines, quoi. Dès que je pensais à lui, je me mettais à pleurer. Parce que je disais allez, dans ma tête je disais je cours pour toi Marceau, et je me mettais à pleurer quand des gens me voyaient, me reconnaissaient sur le bord du chemin. Ils disaient il y a Marceau qui t'attend, ou ton petit qui t'attend au prochain raid. M'arrêtez, vous allez me faire chialer. Ouais, je me mettais à pleurer positivement, tu vois, mais ça demande trop d'énergie, ça, de se laisser emporter par ses émotions. Donc ça m'a aussi permis d'apprendre beaucoup sur comment je devais gérer ça. Et par contre, là où je suis très content, et ça m'a servi sur les ultras suivants, c'est que je l'ai fini cette Maxi Race. Alors que franchement, c'est le plus dur ultra que j'ai fait cette saison en termes de mantra et mental. Il a fallu que j'aille très très loin. Donc après, c'était que mieux. Et j'espère que demain sera que mieux. Début juillet, le 4 juillet, c'était Val d'Aran. Donc retour sur un format long, 144 km et 7004 de D+. Tu as été surpris par ta performance et ton résultat. Ça s'est très bien passé. Une victoire, voilà, tu l'as pas couru seul, tu nous l'as dit. Est-ce que ça a été étonnant de revenir quand même aussi vite, aussi bien sur une course avec un tel niveau? Oui et non, je dirais plus non que oui, moins étonnant en tout cas. Je m'y attendais, parce que j'ai toujours été un petit peu touché par mon propre ego d'une déception sur une course. Je sais que je m'entraîne beaucoup, et quand sur une Maxi Race, j'estime être pas sur mon niveau. Alors même si c'est, comme tu l'as dit, plus court que ce que j'aime bien faire et plus roulant, je m'attendais à faire mieux. Donc là, j'avais une revanche à prendre vis-à-vis de moi. Donc j'avais dit à Justine, je partirai à bloc, et je vais aller jusqu'à ce que le corps lâche. Donc c'est ce que j'avais fait à Istria. J'aime bien faire ça de temps en temps sur mes courses non objectifs. Donc en fait là, j'ai joué et en fait les gens étaient là. Donc après, je me suis dit c'est ok, ça va faire une belle course. Donc pas trop surpris. Par contre très content, et ça m'a redonné confiance pour la suite. Et cette confiance, tu l'as accrue justement puisque tu as fait le trail de la Rosière qui s'est très bien passé avec ton frère, et ensuite il y a eu l'échappée belle fin août. Tu as fait un peu une infidélité à l'UTMB, on en reparlera juste après. Tout ça, ça n'a fait que conforter aussi ton état de confiance et la solidité de ta forme. Ouais, ça a conforté. En tout cas, ça m'a permis de me dire ok, je suis encore vraiment bon dans le technique, parce que j'ai fait que des courses techniques cette année. C'est ce que j'aime le plus, ce que j'aimais le plus avant. Voilà, j'en avais moins fait ces dernières années, et en fait c'est là où je prends sûrement le plus de plaisir. Donc l'échappée belle est venue un petit peu confirmer pour la Diag.
Tu vois, le Val d'Aran, je dirais que ça a confirmé que mon niveau progresse d'année en année. Et ça, j'ai besoin de m'en rendre compte par les chiffres et par la data. Mais l'échappée belle, je me suis dit, OK, bah, en fait, c'est une demi-diag dans les endroits les plus techniques. Parce que l'échappée belle, il n'y a que du technique. Donc, je me suis dit, OK, à moi de gérer maintenant la suite pour arriver au Grand Raid avec la tête sur les épaules et les genoux bien armés. On s'est croisés à Chamonix là, cet été, fin août. Est-ce que tu as eu un petit pincement au cœur au moment où l'UTMB est parti là, le vendredi en fin de journée, ou est-ce que tu as surkiffé ce moment à pouvoir savourer finalement l'événement et profiter de la semaine dans son intégralité, parce que c'est toujours évidemment beaucoup plus complexe quand on a une course en fin de semaine. Est-ce que finalement c'était agréable depuis 2020, tu avais repris le départ chaque année, soit la TDS, soit l'UTMB. C'est un bon moment, un bon souvenir aussi? Ah, ça a été en 2 phases. Déjà, il y a eu la phase avant la semaine UTMB où tous les copains s'entraînent, font les recos, ce que moi je vivais les 3 dernières années. Donc là où j'ai un peu triché, pas vraiment triché, ça me fait une belle prépa pour l'échappée belle, mais j'ai fait la reco avec Ludo, Antoine Charvolin, Diego Pazos sur la TDS. Donc en fait, ça m'a permis quand même de faire une prépa UTMB. Tu vois, avec les copains et retarder, tu vois, cette échéance de je ne participe pas à l'UTMB. Et après, arrivé à Chamonix, je me suis dit, je suis quand même en forme et tout. J'ai fait l'échappée belle, j'aurais peut-être pu à la place faire l'UTMB. Et puis, dès le lundi, je crois, ou la première fois qu'on se croise, avec l'effervescence, les médias, les runs, les trucs, je me suis revu les années précédentes, tu vois, l'effet que ça avait sur mon corps, le post-UTMB aussi. Et là, je me souviens avoir dit à Justine, OK, on a fait le bon choix, parce que je sais que je vais utiliser cette semaine en récup, je profite, mais je me fatigue pas trop mentalement, physiquement non plus. J'ai fait une petite semaine. Et après, c'était OK. Tu vois, j'ai passé une super semaine à voir les copains aussi sur l'UTMB. Et il y a vraiment eu ces 2 phases, quoi. Le je regrette et finalement, c'est pas si mal. En fait, c'est trop bien. Et puis là, tu dois effectivement te dire aujourd'hui que finalement, c'était une respiration qui va sûrement être peut-être bénéfique. Parfois, on sait à quel point ça peut être bon de sauter quelques rendez-vous. Est-ce que tu as réalisé la prépa idéale? Tu as ce sentiment-là aujourd'hui? J'aime bien dire, comme pour chaque UTMB que j'ai fait, les 3 c'était le cas, 2, je suis OK avec ça, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Ça aurait pu être sûrement un peu mieux. J'aurais pu plus me reposer, j'aurais pu plus capitaliser sur le sommeil, plein de choses. Mais en fait, on a vécu aussi 6 mois intenses. Et j'ai fait tout ce que je pouvais à l'entraînement pour aujourd'hui être zen et me dire OK, je pars sur le Grand Raid, moi je vais donner tout ce que je peux donner et advienne que pourra, et avec quand même je pars avec de belles ambitions, mais du coup je m'enlève une pression un peu en me disant que la prépa était bonne. C'est un 3e chapitre que tu vas ouvrir ici. Donc si on devait donner des titres de films, ce serait 2019 l'abandon, 2021 la délivrance. Est-ce que tu peux peut-être revenir sur les souvenirs que tu associes à chacune de ces 2 précédentes diags que tu as courues ici? Ouais, 2019, je dirais, avant l'abandon, je dirais la nonchalance, tu vois. L'insouciance presque aussi? Ouais, là, l'insouciance. Peut-être pas la nonchalance, mais l'insouciance. Mais quand je dis nonchalance, c'est que j'avais un petit peu sous-estimé ce Grand Raid quand même. J'avais toujours dit à 25 ans, je ferai le Grand Raid, la Diagonale des Fous. Ce qui était le cas, j'étais au départ, je suis parti trop vite, on s'est perdu, enfin bref. Voilà, le gamin qui se dit de toute façon, ouais, on part pour 175 km, je les ferai. Non, en fait, la Diag a gagné. Donc 2021, je dirais peut-être la revanche sur soi-même. Parce que je me suis beaucoup plus écouté, je suis parti un peu blessé. Donc je savais qu'il ne fallait pas que je joue et que je fasse le mariole face au parcours. Et je voulais juste voir le bout pour respecter la Diag, respecter les locaux aussi qui font de cet événement leur événement de l'année. Donc le chapitre 2025, je dirais maintenant la connaissance. Tu vois, je connais, à moi d'utiliser ça pour faire une belle course. Tu es arrivé ici fin septembre, en famille. Bah ouais, on est arrivés tous les 3. Alors non, en famille, on a laissé Nazca. Ouais, oui, c'est vrai. On a laissé Nazca. Tu le mentionnes à chaque fois, jamais oublié que vous êtes 4 dans la famille et pas 3. C'est ça, et tu vois, 10 heures de vol pour un husky à La Réunion. Je pense que son bien-être est chez mes parents dans les Alpes, au frais. Ouais. Il écoutera ce podcast pour entendre ta douce voix et voilà, avoir l'impression d'être avec toi. Tu es parti bien en tête sur les recos, on peut le dire. C'était très bien documenté d'ailleurs, c'était très sympa de pouvoir te suivre là-dessus. Est-ce que c'est un parcours que tu n'avais pas oublié? Est-ce que tu l'as encore bien en tête? Et puis, est-ce que
ça apporte un truc un peu antinomique. À la fois, ça réconforte sur le côté je connais, je vois, je sais comment ça se passe. Et en même temps, te dire quand t'empiles ces recos que tu fais en 4 jours, te dire qu'il va falloir faire tout ça. Enfin, est-ce qu'il y a le côté aussi l'ampleur de la tâche qui t'attend? Est-ce que ça a ces deux effets en fait d'avoir des recos, à la fois te rassurer, puis en même temps te dire ok, là je me lance quand même dans un truc que je connais mais qui est extrêmement costaud? Ouais, plusieurs choses dans ce que tu dis. La première, c'est que ça n'a jamais été le même parcours des 3 éditions que j'ai faites. 2019, il n'y avait pas plein d'endroits, enfin on passait par d'autres endroits dans ma fat. 2021, il n'y avait plus le Maïdo, c'était Dodane, donc totalement un parcours différent après Marla. Donc de là, 2025, c'était surtout pour découvrir le parcours de cette édition, pas me tromper de parcours, tu vois, à Marla, pas partir sur la nouvelle, parce que dans mon cerveau, c'était ça les éditions d'avant. Et puis surtout faire un bloc d'entraînement dans les conditions de course, c'est-à-dire vivre un peu il fait froid sur le début, on a eu des mauvaises conditions sur la deuxième reco, ce qui peut être le cas en course. Après avoir très chaud, moi sur la première reco, j'ai eu très chaud dans ma fat, c'est les premières chaleurs. Donc ça m'a permis un peu de vivre ça. Je pense, on est différents entre coureurs, mais moi ça m'apporte une sérénité de connaître le parcours. Parce que derrière, avec mon coach, avec Justine, je vais pouvoir dire, j'ai une note iPhone et je note, cette montée-là, attention. Parce que même en reco, comme tu dis, en 4 jours, on se dit, waouh, le jour J, déjà là, j'avais fait que 40 km, dans 2 semaines, ça va piquer. Donc ça m'apporte plus de sérénité sur le côté gestion de l'effort. Sur un 100 miles, on oublie quand même vite. L'UTMB, tu vois, t'oublies qu'à Champé, ça va être dur comme ça. Donc ça m'a fait du bien. Ça serait quoi une diag réussie pour toi cette année, Arthur, ce 3e chapitre? Une diag réussie, ce serait dans le meilleur scénario, la victoire. Arriver à la Redoute et la dédier à mon fils et à Justine, qui ont énormément donné là, ce dernier mois. Lui, il a été plus qu'un enfant sage, calme. J'aime pas dire sage, il faut pas qu'il soit sage, mais calme. Il a beaucoup dormi et tout ça, donc j'ai aucune excuse. Justine, elle a pris le relais absolument sur tout. Moi, je faisais que quand j'étais là. Donc, elle a donné de sa personne. Elle n'a pas trop profité sur l'île. On le savait en venant, mais j'ai envie de lui dédier ça aussi. Et donc, scénario 1, ce serait ça. Mais ça prend pas en compte. Ça prend en compte la performance des autres. Et j'ai un peu de mal encore aujourd'hui à dire je veux gagner parce que ça dépend des autres. Mais scénario 2, qui reste pour moi le plus important profondément en moi, en tout cas, c'est de réaliser une très belle course en termes de gestion et de chrono à l'arrivée. Et pour ça, je vais écouter les conseils de mon coach Eric qui vit ici. On a des petits tips, notamment capitaliser l'énergie pour la redonner dans ma fat, lisser l'effort, ce genre de choses. Si j'arrive à faire ça, je serai très content. C'était ma question d'après, justement. Il y avait les mots de Eric qui résonnaient en toi et avec lesquels tu allais partir. Le facteur X, c'est ce qui pourrait faire basculer la course en ta faveur ou au contraire la mettre complètement à l'envers? Qu'est-ce qu'il y a comme détail de course qui pourrait jouer? C'est facile. Je pense qu'on est quelques-uns dans ce cas-là. Aurélien aussi ou Ludo. C'est que s'il se met à faire très mauvais ou froid, je pense que c'est pour nous. Moi, je sais que plus il fera froid, meilleur je serai. Mon corps réagit comme ça, en fait. Plus les températures baissent, plus j'accélère. Peut-être pour me réchauffer, j'en sais rien, mais j'accepte bien ça. Ouais. Et à l'inverse, s'il fait vraiment écrasant dans ma fat, je sais que c'est pas que je vais pas y arriver, c'est qu'il va falloir que je mette en place des stratégies sur l'instant très rapides, très efficaces pour pas monter en surtempérature et me griller en fait. Donc là, il va falloir que je réfléchisse beaucoup plus que s'il fait froid ou là, Val d'Aran par exemple, je sais que j'ai été en t-shirt tout le long. Enfin voilà, c'est que ce genre de course, l'échappée belle aussi, il faisait froid. Moi, ça me va donc. Je sais pas, on verra la météo, mais il y en a qui seront pas contents s'il pleut tout le long, moi je serai content. La commande a été passée. Le passage que tu redoutes et le moment que tu attends avec impatience? Le passage que je redoute, c'est souvent ça sur les ultras. Et en fait, je me rends compte après l'avoir passé que c'était rien de me le mettre en pression, c'est le début. Souvent le début, ça part vite et ce qui est bizarre, c'est que je pars vite. Je suis souvent aux avant-postes. Parce que j'ai du mal à me canaliser, on a fait des jours off avant. Mais là, pour le coup, sur le Grand Raid, il y a 75 km qui se courent. Au début, on se dit presque, on m'a vendu le Grand Raid technique, c'est pas technique. En tout cas, les 50 premiers. Donc, j'appréhende un peu ce départ de course qui, je l'espère, je vais arriver à l'appréhender et justement me ralentir
pour en garder. Et le passage que je vais le plus préférer, parce que au-delà des conditions météo qui seront peut-être pas pour moi, le paysage est juste incroyable et c'est pour ça que je viens, c'est Mafat. Après Sillaos, tu vois, la montée du Taibit, c'est des longues montées, des longues descentes, on est tous seuls, les petits îlettes, j'adore ça. Donc là, je veux kiffer, tu vois, je veux profiter, prendre ça pour moi. Ouais, t'es venu pour ça, au cœur de la Diag, là, dans Mafat. Comment ça va se passer, là, ce qui nous sépare de la course? Donc le départ sera donné à 22h, là, on est en milieu de matinée ici. Comment tu vis, là, ces derniers instants? Tu as envie de faire quoi? Tu voudrais accélérer le temps, non, dans ces moments? Oui, j'aurais envie d'accélérer le temps depuis avant-hier, tu vois. Depuis mes derniers entraînements en fait. En fait, parce que je sais que la forme est là et du coup on se repose, mais en même temps on est sur une île magnifique, on sait ce qui nous attend, on a envie d'y aller, donc j'aimerais que ça s'accélère. Après je prends un peu mieux d'année en année ces jours-là, ça me permet aussi de me mettre un peu dans la course, tu vois, la conférence ce matin, tu vois les athlètes, tu vois le public, les caméras. Donc c'est cool aussi, mais là ce que je vais faire c'est pas grand chose hein, finalement, tout est fait, le massage, les ravitaux, rechecker, ça c'est sûr, je vais faire un dernier check des points, des ravitaux, de ce que je dois emporter à manger et tout, et puis après dormir un peu, manger mais pas trop, pareil tu vois, et puis on va vite être demain soir, hein. Ouais, ça va aller très vite. Parfait, merci beaucoup Arthur, merci pour ton temps, je te souhaite une très belle course, je vais la suivre de très près. Puisque j'ai la chance de faire le suivi, donc on va se revoir à plein d'occasions. Il y a Marianne qui passe juste derrière et ça tombe bien parce qu'elle va nous rejoindre et prendre ton relais. Bonne course, profite bien de cette course qui était si chère. Je t'envoie plein de bonnes ondes. Merci. Et rendez-vous à la Redoute, on se dit ça? Ah oui, pour sûr. Ouais. Pour sûr, si je suis pas blessé, tu me vois à la Redoute et je te verrai, je sais pas où du coup, mais je te reconnaîtrai. Oui, exactement. Je serai de tout cœur avec toi. Salut Arthur, bonne course. Merci encore. Merci. Ciao. Ciao. Salut Marianne. Salut. Je suis très heureux de te retrouver ici à l'issue de la conférence de presse. Toujours un très bon moment cette conférence de presse. Ouais. Et puis c'est le coup d'envoi, c'est un peu le moment où ça devient quand même très concret. On est à la veille du départ, on n'a pas échangé depuis super longtemps. On s'était croisés vite fait à la Western sur un parking et là je suis très content qu'on ait l'occasion d'échanger un peu plus longuement. Merci pour ton temps en tout cas. Je voulais très rapidement juste revenir sur une course qui a marqué ton année. En tout début de saison, il y a eu Tarawera, un format 20 km, il y a eu Canyons aussi où tu as fini deuxième, et puis il y a eu la Western, une course qui a été assez compliquée pour toi. Tu as annoncé, je crois, entre le 30e et le 100e kilomètre, avoir vécu les pires moments de ta vie avant d'avoir une renaissance assez folle. Est-ce que tu peux nous raconter juste dans les grandes lignes ce qui s'est passé, comment tu as vécu ce moment-là, et ce qui a pu expliquer ensuite que ça finisse un peu mieux et voilà, le mal dont tu as souffert? En vrai, non, j'ai souffert jusqu'à la fin, mais c'est comme si j'ai accepté quelque part autour du kilomètre 100 et l'arrivée de Mathieu m'a beaucoup aidé. Mais non, en fait, pour faire une longue histoire courte, début juin, je me suis levée un matin avec une douleur au dos et un mouvement m'a donné une vilaine douleur. Et en fait, tout le début de juin, ça a été compliqué. J'ai essayé de faire en sorte que... dans le fond, j'ai eu une protrusion discale qui a vraiment rendu la fin de ma préparation difficile et qui m'a ralenti complètement durant la Western et qui a rendu le fait que la course était vraiment difficile. Et oui, finalement, je pense que quelque part dans la course, mon corps a accepté la douleur et j'ai pu passer à une vitesse semi-supérieure. Mais je t'avoue que ça a été une course très difficile et j'ai dû vraiment me reposer en juillet pour essayer de guérir cette protrusion qui me dérange encore aujourd'hui, mais qui est quand même mieux qu'en juin, ça c'est certain. Tu as fait une très belle course, une très belle Western. Tu as abaissé ton temps de plus d'une heure, 1h15, je crois, par rapport à ta précédente participation. Juste quel regard tu portes aujourd'hui dessus sur cette Western? Est-ce qu'elle est nuancée, le fait qu'il y ait eu ces douleurs? Est-ce que quand tu la regardes, tu as un regard doux, amer sur ce que tu as vécu, ou c'est que du très positif et c'est finalement l'expérience et cette course qui est folle, c'est ça qui prime et il n'y a pas d'amertume finalement? Oui, c'est sûr que j'ai une amertume envers peut-être ma préparation et certaines choses que j'aurais pu faire différemment. Mais par contre, le jour de la course, j'ai vraiment, je pense que c'est la course vraiment où je suis allée au plus profond de moi-même. Ça m'était jamais arrivé en fait d'avoir le goût d'abandonner une course et là, je t'avouerai que le goût d'abandonner est arrivé assez tôt dans le processus et juste par le simple fait que j'étais dans une douleur assez sévère.
Mais donc, c'est aussi ce qui a fait en sorte que quand j'ai traversé la ligne d'arrivée, j'ai jamais eu un sentiment autant de bonheur que ça. Mais c'est sûr qu'avec du recul, je me dis, ouais, j'aurais aimé ça quand même jouer mes cartes de façon différente plus tôt dans l'année pour ne pas me retrouver dans cette situation-là. Mais c'est ça qui est beau dans la vie comme en ultra, c'est qu'on a toujours une autre chance de se présenter sur des lignes de départ et j'en tire quand même du positif et je suis contente de me retrouver de nouveau sur une ligne de départ demain. Cette blessure, elle a imposé que tu fasses l'impasse sur l'UTMB. C'est un renoncement qui est difficile ou est-ce que tu es assez philosophe dans ces cas-là? Assez philosophe, en fait. C'était très clair à la fin du mois de juillet que je ne pouvais pas du tout être sur le départ de l'UTMB. J'ai repris la course à pied début août et puis vraiment pour moi, à chaque fois que j'arrête la course et que je recommence, je dois faire un process de remise en forme. Et vraiment, j'aurais pas été en mesure de courir un 170 km au mois d'août. Et en même temps, j'ai trouvé ça bien de changer et de sortir un peu du cercle que je faisais Western UTMB, bien que c'est deux courses que j'affectionne énormément et je sais que je retournerai faire les deux. Ça m'a fait du bien mentalement peut-être de me fixer d'autres objectifs, de changer un peu le type d'entraînement et je regarde ça comme une exploration tout simplement et essayer d'aller élargir mes zones de compétences en quelque sorte. Tu vas l'éprouver là sur ce nouveau format 100 miles. Tu as fini 4 fois sur les podiums sur tes 4 100 miles sur lesquels tu t'es aligné. Je t'entendais l'autre jour en parler. Il y a des considérations physiques, mais c'est quand même un ensemble. En fait, il ne suffit pas de ça pour juste être un athlète qui est fort, pour réussir sur 100 miles. Qu'est-ce que toi, tu penses tu arrives à bien faire pour être toujours au rendez-vous et quand même il y a de la difficulté, il y a de la blessure? Donc, qu'est-ce qui fait que Marianne, sur un 100 miles, elle est souvent devant? Je pense que c'est mon amour pour le sport et mon désir d'être présente. Je pense que mon cheminement a aussi fait en sorte que c'est très fort de mon côté, dans le sens que j'ai eu une fracture de la jambe qui m'a retirée du sport pendant plusieurs années et qui me cause encore du problème aujourd'hui. D'ailleurs, c'est la cause numéro 1 de tous les problèmes que je vis toujours, notamment ma protrusion, des choses comme ça. Donc, à chaque fois que je me retrouve sur une ligne de départ, pour moi, c'est pas une opportunité que je prends à la légère et je pense que c'est ce qui fait en sorte que je réussis toujours à donner le maximum de moi-même. Mais aussi, je pense que j'ai réussi à m'entourer des personnes qui me motivent et qui sont là pour moi et je sais que demain, ils auront un énorme impact sur ma course. Tu as fait le crew de Camille Bruyas qui a fini deuxième de l'UTMB. C'est une position que tu aimes bien, tu es souvent dans ce rôle-là, tu apprécies aussi beaucoup ces moments d'échange avec les personnes qui te pacent. Est-ce que ça peut... c'est le plaisir de partager qui domine en ce moment-là? Tu n'as pas l'envie de porter le dossard qui te démange, tu arrives à te mettre vraiment dans une posture d'être au service et tu vis des émotions qui sont peut-être comparables même à celles que tu aurais en étant toi-même coureuse? Ouais. Oui, en fait, quand Camille a eu un bel UTMB, je pense que j'ai vécu des émotions pratiquement plus fortes que quand moi j'ai fait l'UTMB. Donc oui, c'est une position que j'adore, c'est quelque chose que j'aime vraiment faire et je trouve ça cool de pouvoir participer comme ça à une course avec les gens que nous aimons et je me compte chanceuse d'avoir pu le faire plusieurs fois pour Camille et qu'elle puisse le faire pour moi aussi. C'est sûr que ça nous connecte de façon très profonde, mais aussi ça fait du bien de savoir que les gens qui nous entourent sont là pour nous et qui nous donnent la force pour se rendre jusqu'au bout. C'est quoi ta façon d'être là justement dans ces moments de crew? Est-ce qu'il y a une patte? Moi je me souviens, j'avais vu l'Intérieur Sport avec Mathieu. J'avais été stupéfait par le positivisme que tu apportais à Mathieu. C'était hyper compliqué pour lui sur la Western. Ouais. Et voilà, et toi, tu étais vraiment dans un truc toujours de satisfaction. Est-ce que ça, c'est une des choses que tu essaies de manière constante d'amener quand tu croues? Est-ce qu'il y a aussi beaucoup d'adaptation à la situation, à l'instant T et ton discours, il est évolutif? Ou est-ce que globalement, la trame, c'est ça, c'est de porter et de tirer toujours vers le plus beau? C'est sûr que moi, c'est ma façon de fonctionner et c'est aussi celle que je préfère pour moi-même quand les gens sont ultra positifs avec moi. Donc, c'est ce que j'essaie toujours de porter aux gens que je croue. Mais je pense qu'on oublie des fois que dans une course, on a toujours des moments plus difficiles et c'est l'enthousiasme des gens qui nous entourent, des fois, qui vont nous porter jusqu'à la ligne d'arrivée. Et des fois, tu peux arriver à un ravitaillement et penser que tu fais vraiment pas une belle course ou que les choses vont vraiment pas bien. Et il suffit que, en fait, le discours de ton crew soit ultra positif pour que tu en ressors
encore changé. Et moi, c'est toujours ce que j'expérience, ce que je vis sur les ultras et ce que ma crew me fait vivre. Et c'est toujours ce que je veux faire vivre aux gens que je suis. Et c'est vrai que sur l'UTMB de Camille, j'ai été extrêmement positive parce que en fait, l'émotion me prenait également. J'étais trop heureuse de l'avoir réussir de cette façon. Est-ce que ça te bénéficie toi aussi à ta propre pratique et à ton regard que tu peux porter? Là, tu as un regard un peu externe sur la course de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu as des enseignements que tu peux tirer en voyant les autres évoluer d'aussi près pour toi, te nourrir pour les courses d'après, pour tes propres courses? Bah oui, énormément. Je pense que quand tu prends du recul sur une course, je pense que ça nous aide vraiment à voir. En fait, moi, j'ai souvent tendance à partir trop vite, par exemple, ou à partir dans le feu de l'émotion ou dans le feu de l'action. Et quand tu vois une course de l'externe, tu vois en fait le cheminement des participants et tu réalises très vite que être premier à Contamine, c'est pas nécessairement être premier à l'arrivée. Et ça, pour moi, c'est sûr que c'est une leçon que je tire. C'est un exemple d'une leçon, mais je trouve que n'importe quel coureur bénéficierait énormément de faire la crew d'une course pour par après l'affronter lui-même. Tu l'as dit là tout à l'heure, on va maintenant mettre le cap sur l'océan Indien et ici la Réunion. C'est un changement de braquet complètement à l'opposé. Tu sors de la Western, tu étais planifié pour aller sur l'UTMB. Finalement, c'est ce qui t'a excité aussi d'aller chercher une course très différente et une prépa qui l'est tout autant en fait avec cette dimension d'aventure et puis des terrains qui sont complètement différents à travailler. Ça a été aussi très rafraîchissant comme perspective. C'est finalement ça que tu as été heureuse de trouver, finalement bousculer complètement ces habitudes? Oui, bousculer complètement. Et je pense qu'en fait, en ultra, c'est sûr qu'on ne devient pas ultra-trailer du jour au lendemain et on réalise que le corps s'adapte beaucoup par rapport à l'entraînement que nous lui donnons. Et c'est sûr que moi, j'ai toujours été plus à l'aise dans les sentiers roulants, mais c'est aussi ceux que je préfère et ceux que je parcours le plus souvent. Donc, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette préparation, c'est de voir à quel point mon corps pouvait s'adapter ou pourrait s'adapter dans des sentiers plus techniques. Je dis pas que j'ai réussi le processus au complet, mais c'était une expérience qui m'intéressait et je me disais en même temps, ça m'aiderait potentiellement à amener justement des nouvelles compétences lors de mes courses, parce que même dans les sentiers roulants, il y a quand même toujours des sentiers un peu plus techniques, autant sur la Western que l'UTMB. Et je me suis dit qu'élargir mes zones de compétences et venir ici à la conquête de l'aventure, c'était une belle combinaison et ça m'a bien motivée. Ouais. Donc ta quête, là, c'est plutôt l'esprit d'aventure, c'est ça aujourd'hui? Oui, c'est sûr. Avec de l'exploration, j'imagine, aussi beaucoup d'humilité à découvrir cette course-là que tu ne connais pas. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris là, sur les recos que tu as pu faire, sur ce que tu as pu observer? Qu'est-ce que tu entrevois comme difficulté? Je t'ai vu un peu taquine sur des passages soi-disant roulant par roulant. Enfin, tu vois où tu... Bah oui, en fait, c'est drôle parce que j'ai l'impression que tout prend du temps ici sur cette île. Un parcours de 30 km peut te prendre 2 fois plus de temps que ce que ça me prenait faire les recos à la Western. Et c'est sûr que ça va être un challenge demain. Et c'est le challenge pour lequel je suis venue. Mais c'est certain que j'ai été quand même impressionnée par la technicité et la complexité des sentiers, ouais. La chaleur, ça te fait peur ici, les conditions? Ben, c'est sûr, mais je suis venue d'avance pour essayer de m'acclimater le plus possible. Je pense qu'à un certain moment donné, la chaleur, moi, ce que j'aime bien me dire, c'est qu'il fait chaud pour tout le monde. Et s'il fait chaud pour moi, il fait chaud pour les autres. Et c'est juste de bien gérer, de faire en sorte qu'on n'a pas de coup de chaleur comme j'ai pu avoir à la Western et qui a créé des vomissements viraux. Célèbre, c'est ça. Célèbre sur tout Internet. On ne s'en lasse pas. Moi, je le regarde régulièrement. Avec tendresse, tu le sais. Moi, j'essaie d'arrêter. Comment est-ce que tu vis là? C'est la période d'affûtage, c'est pas la période la plus chouette, j'imagine. Pour toi, c'est difficile, c'est un renoncement, ça te démange? Alors non, pas du tout. Moi, l'affûtage, j'aime bien. Et là, ça tombait bien parce que la plupart de mon équipe sont arrivés plutôt dans ma phase d'affûtage. Donc, on a pu faire des beaux sunsets sur le bord de la plage, des petites runs amicales. Et franchement, non, c'est sûr que c'est important qu'on ait le sentiment de démangeaison pour la course. Mais non, l'affûtage, c'est une étape que j'affectionne beaucoup, ouais. Tu es aujourd'hui là dans des dispositions qui sont donc plus favorables. Tu as encore cette blessure, mais aujourd'hui, c'est pas handicapant. Enfin, tu es confiante sur aujourd'hui ton état de forme?
Aujourd'hui, non. Alors, c'est sûr que ça a été handicapant dans ma préparation, dans le sens qu'il a fallu que je reprenne de façon très progressive et donc tout ça, ça a été évidemment pris en considération. Je pense qu'on l'a bien géré. Mon coach, Simon Gosselin, je trouve qu'il fait un très bon travail à me maîtriser en quelque sorte. On utilise souvent l'expression de mettre le break à bras pour, ouais, le frein à main. pour le frein à main pour me ralentir. Donc non, je pense qu'on a bien fait ça. C'est sûr que c'est une tâche ardue et je pense qu'on a bien géré cette portion-là de la préparation, ce qui fait en sorte que je ne suis pas trop handicapée aujourd'hui, non. Camille, elle sera là avec toi Oui, cette bien année. Est-ce que tu formules avant des attentes sur ce dont tu pourrais avoir besoin, ce que tu as envie d'entendre ou l'état d'esprit, ou est-ce que tout se joue finalement dans le moment? Non, on se connaît parfaitement maintenant et j'ai pas du tout besoin de lui dire qu'est-ce qu'elle doit me dire. Elle me connaît et en fait, ce que j'adore aussi de notre relation, c'est qu'elle me connaît, elle connaît le sport, elle connaît la Diag, elle connaît la région. Donc, franchement, je peux lui faire entièrement confiance et ce qu'elle me dira, je le prendrai comme de l'or, quoi. Je vais écouter ses conseils sur le parcours et c'est sûr que je vais prendre son énergie. Est-ce que c'est naturellement à l'image de ce que toi tu lui donnes, par exemple? Enfin, c'est le même type de propos, tu penses, qui toi peuvent résonner de ta façon à toi de faire le crew finalement, quand elle va être là pour avoir les bons mots pour toi? Tu as l'impression que c'est dans la même. C'est le genre de choses que tu aurais envie d'entendre aussi pour toi? Oui, c'est le genre de choses que j'aurais envie d'entendre pour moi. Mais c'est sûr que, par exemple, Camille, elle arrive quand même avec un bagage plus grand que moi niveau compétences et connaissances. Et bon, un jour, peut-être que j'aurai des connaissances et des compétences à sa hauteur, que je pourrais donner des conseils aussi judicieux qu'elle. Mais non, je pense que, franchement, j'essaie toujours de lui donner... moi, durant les courses, j'essaie plus de lui amener de l'enthousiasme et du positif envers ce qu'elle fait, ouais. Le départ, il est donné à 22h demain. Qu'est-ce que tu penses d'un départ tardif comme ça? T'appréhendes? Non, en fait, c'est drôle. Dans la voiture tout à l'heure, j'ai dit que je trouvais ça cool un départ. Bon, c'est sûr que la nuit va être peut-être un peu rude demain soir, mais je trouve ça bien qu'on n'a pas à mettre une alarme à 3h du mat et au contraire, on peut faire grasse mat et petit-déj tous ensemble. Tu sauras t'occuper comme il faut, ouais. Oui, bien sûr. C'est quoi le moment que tu attends et le moment que tu redoutes le plus là, sur le principe de ce que tu as pu voir? Ben, je pense que l'arrivée à Sillaos va me faire bien plaisir. Je pense que la section Marabout-Sillaos, c'est pour moi une des sections les plus techniques, notamment qu'on va y arriver. Tout peut arriver, mais il est fort probable qu'on y soit de nuit. Donc, c'est sûr que ça, c'est une section qui je me dis, quand je vais arriver à Sillaos, je vais être contente d'entrer dans le cirque de Mafate. Ce qu'on peut te souhaiter, Marianne, pour cette course, c'est de se retrouver à la Redoute en bon état, c'est ça? Enfin, quel scénario rêvé pour toi? En fait, le scénario rêvé pour moi, c'est toujours de faire une course dont je peux être fière et qui me donne le goût de continuer. Donc, c'est ce qu'on peut me souhaiter, ouais. Et après, rideau sur la saison 2025? Rideau, ouais. Je pense que habituellement, quand je fais un Samars, les rideaux se ferment pour moi dans tous les cas. Donc, ce sera probablement rideau, ouais. Merci beaucoup pour ton temps, Marianne. Je te souhaite de profiter pleinement de cette belle aventure, de cette belle première à la Diag. On va te suivre évidemment avec beaucoup, beaucoup d'attention. Merci à toi. Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne rien manquer de nos prochaines histoires et continuer à vibrer avec nous. Cela ne vous prendra que quelques secondes et c'est aussi la meilleure façon de soutenir ce podcast indépendant. Et si vous aimez les récits d'aventure, courez découvrir mon autre podcast, Aventure épique. On y partage des aventures en plein air, à couper le souffle. À bientôt.